J'espère que vous avez apprécié autant que moi que j'ai eu comme plaisir d'interroger Indira, que vous avez eu le plaisir de l'entendre. Je pense qu'on est resté sur notre fin avec elle. Heureusement, elle revient pour le dernier atelier tout à l'heure comme entrepreneur. Donc, s'il y a une ou deux questions qui vous brûlaient les lèvres, que vous n'avez pas eu la chance de poser, on pourra le faire là, dans l'atelier financement. Donc, sans plus tarder, allons-y avec notre troisième atelier, qui sont les aspects légaux et fiscaux. J'ai le plaisir d'animer cet atelier-là, donc je n'ai pas besoin de m'auto-présenter, mais je vais déjà inviter les gens à venir me rejoindre à l'avant, les différents intervenants que je pourrai présenter par la suite. Nous avons, entre autres, Jim Biocchi, directeur principal fiscalité Deloitte. Merci, Jim, d'être là. Maître Yves Rochelot, associé Laverie Avocat Trois-Rivières. Maître Frédéric Malenfant, notaire et associé chez Gervais, Bélanger, Aubry, Gélina, Lefebvre. PME internotaire, c'est plus simple aussi à mentionner. C'est le raccourci. Ce n'est pas un acronyme, mais c'est un raccourci. Et ça, c'est nos trois intervenants experts. Et on a choisi aussi d'avoir un entrepreneur. Et on a choisi un secteur d'activité qui est vraiment pas évident, qui est le secteur de l'agroalimentaire, mais principalement une ferme qui est sur le territoire. Et pourquoi une ferme? C'est que le financement, évidemment, il y a un transfert souvent familial qui se fait. Daniel va pouvoir nous l'exposer. Daniel Lampron de ferme Y Lampron et Fils. Et la raison pour laquelle on a choisi cet entrepreneur-là, ou du moins ce secteur d'activité-là, comme j'ai dit, c'est le financement qui est un peu particulier dans le domaine agricole, des équipements qui coûtent très cher. Donc, la proportion d'acheter un équipement pour faire fonctionner une usine et un gros tracteur qui coûte 500 000 ou des grosses machines. Donc, on voulait l'avoir dans cet atelier-là, mais on ne parlera pas de financement avec lui, mais la complexité qu'il y a de transfert de cette entreprise-là. Donc, sans plus tarder, et avant de débuter, j'aimerais saluer la présence de Pierre Giguère, député de Saint-Maurice, qui s'est libéré cet après-midi pour venir nous voir, qui est lui-même un agriculteur. Donc, Pierre, prépare-toi à céder ton entreprise dans quelques années. Et son attaché politique, Diane Bergeron, merci d'être là. La première question va être très simple et elle s'adresse à n'importe qui voudra intervenir. Et c'est un peu la question qui tue. On sait que transférer une entreprise dans la famille, fiscalement, ce n'est pas avantageux. C'est mieux de transférer et de vendre une entreprise à un pur inconnu. Le gouvernement fédéral doit ajuster sa loi, donc c'est un peu le côté plus politique que je veux émettre en introduction. D'ailleurs, les différents groupes patronaux font des pressions pour que le gouvernement fédéral puisse changer sa loi. Mais pourquoi est-ce si différent, est-ce si peu avantageux de vendre une entreprise à un pur inconnu qu'un membre de la même famille? Le fiscaliste? Merci. En fait, moi, je peux peut-être laisser M. Biocchi, Jim, parler du volet fiscal. Il est mieux qualifié que moi pour le faire. Mais moi, j'avais interprété votre question de façon un petit peu différente. Moi, je l'avais interprété, vous savez, dans un dossier de relève d'entreprise, de relève familiale, moi, j'avais interprété votre question, parce que nous avions reçu des questions d'avance, vous l'avez compris. Alors, j'avais interprété la question comme étant peut-être de l'ingérence de la part du cédant. Ce qui est particulièrement vrai dans un dossier d'entreprise familiale. Il est difficile pour le repreneur de faire sa place, d'imposer son modèle de gestion, de s'épanouir, de sortir de l'ombre du cédant. Je pense que c'est particulièrement vrai dans les dossiers d'entreprise familiale. En fait, c'est particulièrement vrai, c'est le cas des dossiers de relève familiale. Et c'est comme ça que j'avais interprété votre question. Par contre, je pense qu'il y a un bémol important quand vous dites qu'il n'est pas avantageux de céder à l'entreprise, à une nouvelle génération. Je pense qu'il y a un bémol important parce que le grand défi d'un cédant, c'est d'identifier un repreneur. Et dans un dossier de relève familiale, bien, le repreneur, il est souvent identifié de longue date. Alors, la question de l'identification du repreneur, elle va de soi, elle est adressée d'avance. Et ça, je pense que c'est
un des grands avantages de la relève familiale, la difficulté d'identifier le repreneur, elle est adressée. Alors, c'est sûr que pour le repreneur, c'est peut-être difficile de faire sa place, d'imposer son modèle de gestion, surtout quand il y a un solde de prix de vente important qui est dû au cédant. Le cédant peut parfois avoir financé en entier ou en partie le prix de vente, et dans ce contexte-là, le cédant va vouloir peut-être mettre les freins sur des projets d'expansion de la nouvelle génération, et ça, je pense que ça pose des défis, et j'avais interprété votre question dans ce sens-là. Oui, il y a des défis, mais la relève par une nouvelle génération, ça se prépare de longue date, et quand ça a été bien préparé, moi, je pense que les défis qui sont liés à la possibilité pour la nouvelle génération de faire sa place, il y a moyen de les adresser. Je pense que quand c'est préparé de longue date, quand le cédant veut de façon légitime céder sa place et laisser à la nouvelle génération l'opportunité de s'épanouir avec l'entreprise, je pense que ça peut bien se faire, mais il y a effectivement toujours des défis qui sont présents. Avant de passer aux questions fiscales, moi aussi, j'ai eu la même compréhension que Maître Rochelot là-dessus, c'est que, vous le savez tous, ceux qui ont passé à travers le processus, la première question à se poser, puis sûrement que vous la posez, c'est combien? C'est combien que ça coûte racheter? Et donc, d'établir une valeur qui pourrait, donc une valeur pour la transaction. Donc, oui, il y a le volet fiscal là-dessus, mais d'abord, combien? Et est-ce que, oui, ma relève familiale, j'ai beau l'avoir déterminé, mais est-ce qu'ils ont la capacité, les moyens de l'acquérir? Puis ça, on va en parler un petit peu plus tard dans la conférence d'après-midi, concernant entre autres le financement. Mais quand on trouve une relève, puis Maître Rochelot a beaucoup plus d'expérience que moi, mais c'est de trouver quelqu'un, évidemment, dans l'entreprise familiale qui a les aptitudes, mais aussi l'attitude pour entretenir, pour voir à la continuité de l'entreprise. Et c'est là qu'avant qu'on parle du volet fiscal, je me répète, mais je fais du pouce là-dessus, mais c'est là qu'est la difficulté. Donc, la question, je la vois aussi dans cet angle-là. Parce que pour en avoir rencontré des gens, on le sait que la personne pourrait reprendre ou reprend, on va dire pour la forme, parce qu'elle a toujours été dans l'entreprise. Mais après ça, une fois que ça c'est déterminé, une fois qu'on a des bases, puis une fois qu'on peut bâtir notre planification là-dessus, là, tout en découle, notamment pour toutes les autres valeurs et les autres aspects. Je ne sais pas si je réponds à la question, mais... Merci, Frédéric. Donc, bien essayé, gars, mais moi, je vais vraiment répondre à la question de Martin. Juste un peu d'humour pour détendre l'atmosphère. C'est une blague, les gars, c'est très bien répondu. En fait, ouais, je sais que ça va revenir, on a le temps. En fait, je vais y aller évidemment de mon côté, qui est plus le côté comptable fiscal. Il y a vraiment deux volets qui font que fiscalement, c'est plus difficile de faire un dossier de vente ou de relève d'entreprise dans la même famille versus si c'est avec un acheteur externe. Le premier, tu l'as abordé d'une certaine façon, il y a la question de valeur. C'est qu'au niveau de la loi de l'impôt, c'est que quand deux étrangers transigent entre eux, c'est présumé fait à la valeur marchande. Donc, si moi, j'ai une entreprise et je décide de la vendre à Martin, moi, Martin, ce n'est pas un membre de ma famille. Donc, le gouvernement ne nous impose pas de limite quant à dire est-ce que vous transigez vraiment à la vraie valeur? On présume que, étant donné qu'on a une relation vraiment vendeur-acheteur, que c'est le prix négocié, puis c'est ce qu'on a négocié, c'est ce que ça vaut. Dans un contexte familial, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est que, dans le fond, les lois fiscales font que le gouvernement sait que peut-être que le parent qui décide de céder l'entreprise à l'enfant va décider de lui faire un cadeau d'une certaine façon pour l'aider. Puis ce que ça peut faire, c'est que si la transaction n'est pas faite à sa vraie valeur, bien, le gouvernement potentiellement perd de l'argent parce que le prix de vente qui va être négocié, entendu dans ce cas-ci, bien, dans le fond, et l'impôt payable ne sera pas ce que ça vaudrait si c'était avec un étranger. Donc, le gouvernement impose le fardeau dans un cas de transaction familiale aux personnes concernées de déterminer, documenter la valeur marchande. Fait que juste pour vous donner un exemple bien simple, encore là, c'est que si je prends l'exemple, disons que Martin, c'était mon fils. Okay? Je vous demande un peu d'imagination. Fait que, disons que je suis propriétaire d'une entreprise qui vaut, la vraie valeur, c'est 2 millions, mais vu que c'est mon fils, puis je vais lui donner un coup de main, puis que je n'ai pas nécessairement besoin, ou regarde, moi, mon objectif, c'est que mon enfant, dans le fond, a assuré la pérennité de l'entreprise, qu'il soit à l'aise là-dedans. Puis je me dis, regarde, si moi j'encaisse 1 million, je suis correct. Bien, ce qui arrive, c'est que dans le fond, on va faire une transaction basée sur 1 million, mais le gouvernement il vient de dire, bien, justement, vu que vous êtes en personnes liées, vous avez un lien familial, vous êtes obligé de transiger à la valeur marchande.
Donc, toi, le père, même si tu as vendu l'entreprise pour 1 million, vu que d'une certaine façon, tu as fait un cadeau à ton enfant, on va quand même t'imposer sur une valeur de 2 millions, même si tu as juste vendu 1 million. Fait que ça, c'est un fardeau, qu'on doit rencontrer, avec lequel on fait face, même si dans les faits, il arrive des cas où, dans un contexte familial, les gens ont vraiment l'intention de transiger à la vraie valeur marchande. Bien, il y a le fardeau de le démontrer pour ne pas subir de conséquences négatives. Fait que ça, c'est l'élément numéro 1, je dirais, au niveau fiscal, pourquoi c'est compliqué. L'autre, c'est probablement le point principal que tu voulais dire, c'est ceux qui sont en affaires n'ont sûrement déjà entendu parler, c'est la fameuse exonération du gain en capital qui existe. Ça, ce que c'est essentiellement, c'est que toute entreprise, tout propriétaire d'entreprise privée au Canada peut réaliser un gain à la vente de son entreprise jusqu'à concurrence d'environ 825 000, 1 million si on parle d'entreprises agricoles, de gains qui pourraient être potentiellement exemptés d'impôts. Puis quand on est dans un contexte de vente d'entreprise à l'externe, il y a beaucoup moins de critères à rencontrer entre l'acheteur et le vendeur pour que le vendeur puisse avoir droit à cette exonération-là. Dans un contexte familial, il y a encore, un peu comme pour la notion de valeur, il y a des embûches qui sont mises, des exceptions dans la loi de l'impôt qui font que c'est beaucoup plus dur pour que le vendeur ait droit à son exonération puis que ce soit une transaction qui est viable financièrement pour l'acheteur. Puis ça, dans le fond, juste pour faire un peu de politique fiscale, la raison que c'est compliqué comme ça, c'est parce que quand les règles d'exonération ont été mises en place, bien, il y en a beaucoup qui ont saisi l'opportunité de dire, regarde, moi, je suis capable de vendre mon entreprise puis d'encaisser X montant libre d'impôt. Fait que je vais faire une transaction à l'interne, exemple, avec mon enfant, qui est dans le fond une semi-transaction, c'est-à-dire je vais y vendre, mais en réalité, je vais rester là, mais ça va être une façon de faire une structure d'entreprise pour que je puisse encaisser de l'argent libre d'impôt. Fait que la façon que le gouvernement avait trouvé de légiférer pour bloquer ça, c'est qu'ils sont venus mettre des balises, mais dans le fond, ils sont allés peut-être un petit peu trop loin, ce qui fait que des vraies transactions légitimes de relève d'entreprise peuvent être très difficilement réalisables dans un contexte de relève pour le vendeur et l'acheteur, puis que l'exonération du gain en capital soit disponible. Je suis à vous dans quelques minutes, Daniel. Juste avant de passer à une question du public, ce que j'en comprends, c'est que la notion de la valeur et de l'évaluation d'entreprise est très, très importante, mais il y a une notion, comme Maître Rochelot et Maître Malenfant l'ont mentionné, il y a une dimension humaine qui est très, très importante aussi. Et si je comprends aussi vos propos, et on a un peu évoqué ce matin, c'est que dans l'exemple de Claude Barry, encore une fois, c'est qu'il finance en quelque sorte la transaction à sa fille plutôt que de vendre l'entreprise complètement. Bien, il se détache des opérations quotidiennes et il va continuer à financer, évidemment, là, l'achat que sa fille va faire. Donc, c'est un peu la solution. Ah, donnez-y le micro, oui, effectivement. Donc, ce moment était bien involontaire de notre part. Nous sommes revenus en direct. Ma deuxième question était, et je la repose, quelles options les cédants peuvent avoir au niveau fiscal, au niveau légal, qui permettraient d'avoir une juste valeur de revente et une juste valeur de rachat pour le repreneur? En réalité, quand vous parlez d'options, je pense qu'il y a différentes façons de répondre à la question, n'est-ce pas? Et je pense qu'un des volets, c'est que la structure même de la transaction peut... En réalité, les transactions sont généralement structurées comme une vente d'actions ou une vente d'actifs. Et le cédant, typiquement, va privilégier la vente d'actions. Cependant, l'acheteur a également son mot à dire dans la transaction, n'est-ce pas? Et l'acheteur va vouloir normalement minimiser le risque auquel il s'expose dans une vente d'actions, c'est-à-dire minimiser le risque, c'est procéder par une vente d'actifs de façon à minimiser le risque lié aux passifs légaux, lié aux passifs fiscaux. Alors, l'acheteur, typiquement, peut privilégier une vente d'actifs. Le vendeur peut privilégier une vente d'actions, notamment s'il y a un solde pour l'exemption de gain en capital. Alors, la structure de la transaction dépend de certains facteurs. Typiquement,
En tout cas, les gens bien avisés vont consulter notamment un fiscaliste avant la transaction. Ce qu'on fait parfois, on le fait en ce moment dans une des transactions sur laquelle on travaille. Il y a une restructuration qui est dictée par des considérations fiscales avant même que la transaction ait lieu, avant la clôture de la transaction. Il y a une restructuration qui est dictée par des considérations fiscales et ça se fait souvent. Également, peut-être une autre façon de répondre à la question, je l'ai mentionné tout à l'heure, c'est sûr que la relève, il y a différents scénarios possibles dans un dossier de vente d'entreprise. Il y a la relève familiale, mais il y a souvent la relève par des gestionnaires, la relève par des employés au sein de l'entreprise. Et la relève par des employés, nous, on en fait des dossiers de relève pratiquement, je vous dirais, à chaque année, la relève par des gestionnaires, nous en avons, mais c'est les dossiers qu'on voit les moins fréquemment. La relève externe, évidemment, c'est très fréquent, mais pour un cédant, peut-être que la relève familiale n'est pas une option. Alors, à ce moment-là, en termes d'options, pour maximiser la valeur, il faut identifier le bon repreneur. Et les considérations fiscales sont souvent un des facteurs qui va dicter la structure de la transaction et évidemment l'identité de l'acheteur ou l'identité du vendeur. Nous avons en ce moment au moins 2 transactions où certaines des parties sont des vendeurs des institutions. Alors, un dossier notamment où la Caisse de dépôt est l'un des vendeurs et ces gens-là procèdent par vente d'actions. Il n'y a pas de vente d'actifs dans des dossiers comme ça. Alors, l'identité de l'une ou l'autre des parties vient dicter la structure de la transaction et c'est... Alors, chaque cas est un cas d'espèce. La façon de maximiser la valeur, malheureusement, là, le cédant n'est pas le seul à avoir son mot à dire. Le repreneur a un mot important à dire dans tout ça. Je vais continuer sur la lignée d'Yves. Effectivement, tantôt, je parlais de l'exonération du gain en capital. Quand on représente le vendeur, c'est la première chose qu'on va essayer de maximiser, de dire est-ce qu'il y a moyen d'avoir accès à cette exonération du gain en capital-là? Si oui, comment? Puis est-ce que c'est compatible avec les objectifs de l'acheteur? Puis si la réponse à une de ces questions-là est non, bien là, après ça, on regarde, dire voici l'impact, puis effectivement, on regarde différentes possibilités de structurer une transaction pour arriver avec un résultat qui est quand même acceptable pour le vendeur et l'acheteur. Puis comme disait Yves, il y a une multitude de scénarios qui peuvent être regardés. C'est-tu un achat, vente d'actions, d'actifs? Est-ce que ça implique de créer des nouvelles compagnies de gestion ou non? Là, il y a une multitude de possibilités qui sont offertes, mais c'est de regarder, chaque cas est un cas d'espèce, puis c'est d'essayer d'arrimer les objectifs de l'acheteur et du vendeur, parce que pour faire une transaction, ça prend même si chacun a ses conseillers, il faut s'entendre. Il faut s'entendre à toutes les étapes. Là. Tu as juste parlé de ce qu'on a choisi chez nous, ce qui fonctionne, c'est des ventes d'actions, achat et vente d'actions. Puis on a une convention d'actionnaires aussi qui vient mettre les règles dans la façon que les transactions vont se faire. Ça vous a rassuré justement que dès le départ, vous avez mis les balises pour justement favoriser cette acquisition-là et de pouvoir dormir la tête tranquille et de pouvoir opérer l'entreprise? En fait, c'est venu d'un besoin. On était de la relève, mon père était encore jeune. On était encore les fils qui travaillaient avec le père. Puis là, plus on travaillait, plus on mettait des heures. Puis là, on disait, coudonc, plus on va avoir de la difficulté à racheter l'entreprise parce qu'elle va prendre la valeur. Puis en plus, la valeur des terres agricoles, des quotas, tout augmentait. Fait que là, plus on travaillait, plus on se tirait un peu dans le pied. Fait que là, c'est ça qui est venu régler tout ça. Une question d'un comptable à un autre comptable? Non? On a parlé beaucoup des 2 parties. La partie vendeur va vouloir vendre des actions. La partie acheteur va vouloir acheter des actifs pour minimiser les passifs. Pour en avoir vécu quelques-unes, on se retrouve au centre par des négociations d'impact sur la valeur à ce que j'ai vécu. Là. Puis je te laisse peut-être, Yves ou Fred, pour avoir vécu des négos qu'on a fait ensemble, qu'il y a un milieu où tous doivent se retrouver à un moment donné. Merci, Mario. Effectivement, dans une transaction, c'est une chose de dire que ça va prendre la forme d'une vente d'actifs ou d'une vente d'actions, mais la réalité, c'est que dans le cadre des discussions, le traitement fiscal peut être avantageux un traitement fiscal peut être plus avantageux pour l'une ou l'autre des parties. Une des formes de structure de transaction peut avantager une partie. Ce qu'on fait dans ce temps-là, c'est qu'il y a moyen de trouver un compromis. Effectivement, s'il y a un avantage fiscal, le prix payé peut refléter
en partie cet avantage fiscal-là pour une structure qui convient à l'autre partie également. Alors, ça devient une question de compromis. C'est des négociations qui sont parfois assez poussées, effectivement, on l'a vécu, mais il y a toujours possibilité de trouver un terrain d'entente. C'est pour ça que nous sommes payés. On ne sommes pas payés pour identifier des problèmes, on est payés pour régler des problèmes. Puis des solutions, il y en a toujours. La réalité de ces transactions-là, c'est que chacune, on l'a mentionné, c'est un cas d'espèce. Et il y a parfois des négociations assez poussées. Le travail que nous faisons, moi, ma pratique, elle est concentrée sur la vente et l'achat d'entreprise. C'est une pratique que j'aime beaucoup. Moi, je l'adore, j'aime bien ça, mais il y a un niveau de complexité à ça. Les gens nous paient, certains nous diraient qu'ils nous paient généreusement pour un travail qui est de guider nos clients dans une transaction, faire en sorte que cette transaction-là se déroule bien, qu'elle se réalise, et faire en sorte que, suite à la transaction, il n'y a pas de problème. Puis dans l'éventualité où il y a des problèmes, qu'il y ait des mécanismes pour protéger l'acheteur et pour adresser les problèmes qui pourraient se présenter. Alors, la structure de la transaction et le prix qui est payé, ça fait également partie de notre rôle en collaboration avec les fiscalistes, ou parfois les fiscalistes diraient en collaboration avec les avocats, d'identifier des solutions possibles, des compromis qui font en sorte, vous savez, un compromis, là, par définition, ça ne fait pas nécessairement l'affaire de personne, mais tout le monde est prêt à vivre avec. Et dans des scénarios comme ça, on trouve un compromis qui est un terrain d'entente qui fait que la transaction peut aller de l'avant, la transaction peut se réaliser d'une façon qui fait l'affaire de tout le monde, qui fait en sorte que les gens sont prêts à aller de l'avant, et c'est ça notre rôle en réalité. Effectivement, je ne suis pas sûr si tout le monde a pu entendre ce que Mario disait, mais il y a une réalité, c'est que dans beaucoup de scénarios, le vendeur reste présent dans l'entreprise. C'est une transaction, une vente partielle ou quoi que ce soit. Il est important d'être conscient que suite à la transaction, les parties doivent collaborer ensemble. C'est une entreprise, puis une entreprise, elle a une vie propre. Il faut assurer la pérennité de l'entreprise. Il y a des emplois dans l'entreprise. Il est important que cette entreprise-là continue à prospérer. Et une façon de faire en sorte qu'il y ait de la prospérité suite à la transaction, c'est qu'il y a une transition qui se fasse bien. Vous savez, il y a des études, et vous pouvez me croire sur parole, il y a des études qui démontrent que les transactions qui ont le plus de succès, c'est celles qui ont la meilleure connivence entre le vendeur et l'acheteur, la meilleure relation de confiance entre le vendeur et l'acheteur. Alors, dans des contextes de relève familiale, on le voit très bien, mais même dans des contextes de relève externe, quand l'acheteur, et notre conférencière ce midi en parlait, quand l'acheteur vient à bout d'établir un lien de confiance avec le vendeur, c'est les transactions qui ont le plus de succès. La raison pour laquelle ces transactions-là ont du succès, c'est qu'il y a une transition qui se fait bien. Le vendeur est impliqué dans la transition, l'acheteur en vient à prendre sa place, et c'est ça qui fait le succès d'une transaction. Alors, voilà. Quels sont les moyens que dispose le cédant et que dispose le repreneur pour se protéger, en quelque sorte, dans une transaction? Vous l'avez évoqué, Frédéric, sur l'aspect de la convention d'actionnaire. Encore très peu d'entreprises ou très peu d'actionnaires vont aller à concevoir cette convention-là. Qu'est-ce qu'on retrouve principalement dans cette convention d'actionnaire-là qui permet de protéger les différentes parties? J'ai un flash comme ça, elle se pose la question. Je sais qu'on a eu les questions avant, là, mais ça n'a pas l'air improvisé du tout. Mais tu m'as parlé des mises en place des garanties. Je crois que M. Barry en a parlé, où lui, il y a un seul prix de vente, et il va y avoir des paiements qui vont s'effectuer dans le temps. Donc, c'est courant dans une transaction, peut-être dans le domaine familial, ou même quand on intègre un employé clé. À ce moment-là, il va y avoir un solde de prix de vente payable plus tard, donc avec un échelon de paiement plus tard. Puis je veux juste, parce qu'en posant la question, je fais un lien, vous avez peut-être déjà vu, là, encore dans l'actualité récemment, où il y avait un cas à GE, où monsieur pourvoirie familiale, pendant 30 ans avec sa famille, on voyait la dame travailler pour l'entreprise. Même chose pour les enfants. Puis là, le reportage disait il y a eu une transaction qui était faite chez un notaire, chez un confrère notaire, et tout là, puis la transaction est faite, puis le paiement devait suivre. Donc, il y a eu un paiement partiel, un montant de mémoire c'est autour de 200 000, et sur le 900 000 du total de la transaction, il y avait un 700 000 qui devait être payé lorsque le financement devait arriver, là, ou après ça, il y avait des modalités au contrat. Et dans ce dossier-là, évidemment, je ne me prononce pas sur la teneur du document, mais je vous dis que le problème aurait pu être évité, puis d'ailleurs, c'est ce qu'on reprochait au notaire qui avait fait le dossier, c'est de mettre en place une garantie.
Et c'est là, donc évidemment, il y a des moyens, il y a des mécanismes légaux qu'on peut prendre pour dire oui, on accepte un seul prix de vente, mais on peut le garantir par une clause résolutoire, une hypothèque et tout ça. Donc, on peut garder des garanties et le vendeur, à ce moment-là, peut aussi être là à titre de créancier, mais voir un petit peu c'est quoi les activités de l'entreprise, puis pourquoi ça prend une bonne ou une moins bonne tangente. Je fais un lien avec ça, là, avec ce qu'on a vu dans l'actualité, puis probablement aussi vous l'avez vu. Fait que dans cette optique-là, moi, je pense de garantie dans le cadre d'une transaction où c'est le vendeur qui finance en partie l'acquisition de l'acheteur. Martin, si je peux me permettre peut-être pour répondre à la question, vous avez parlé de la convention entre actionnaires. Frédéric en a parlé, vous avez parlé de la convention entre actionnaires. La réalité de la convention entre actionnaires, ce n'est pas un document magique. C'est un document, quand les gens l'ont signé, normalement, ils le mettent dans un tiroir, puis le document, ils ne le sortent pas tant qu'il n'y a pas de problème. Mais la convention entre actionnaires, ce qu'elle doit adresser notamment, et toutes les conventions entre actionnaires qui sont le moindrement bien rédigées le font, elles traitent des situations, qu'est-ce qui advient si un des actionnaires décède, qu'est-ce qui advient si un retrait des affaires. Un retrait des affaires, c'est un actionnaire qui refuse de contribuer comme il s'est engagé à contribuer, à travailler dans l'entreprise. Alors, il y a d'autres clauses où on traite également de droits de gestion, c'est-à-dire que certaines décisions, le pouvoir va être enlevé aux administrateurs pour être confié aux actionnaires, mais les clauses importantes de la convention entre actionnaires, ça vise à résoudre ou à donner des mécanismes qui peuvent résoudre d'éventuels conflits ou d'éventuelles situations problématiques. Puis vous savez, c'est probablement le cas pour ceux d'entre nous qui pratiquent dans ce domaine-là. Moi, il m'est arrivé là, une situation où les gens, vous savez, ils font préparer une convention entre actionnaires. C'est un peu comme un testament, ils ne sont pas toujours pressés de signer. Puis c'est arrivé un scénario où quelqu'un est décédé, il y avait la convention entre actionnaires, et les gens me disaient « Ah oui, on a une convention entre actionnaires. » La question suivante, est-elle signée? Non, elle n'est pas signée, il est décédé, puis elle était sur son bureau, puis elle n'est pas signée. Alors, une convention entre actionnaires, il faut évidemment qu'elle soit signée pour lier les parties, mais c'est un document important. Dès qu'il n'y a plus d'un actionnaire, la convention entre actionnaires, c'est un document important qui donne un mécanisme et qui permet d'avoir un levier pour régler certains différends qui peuvent survenir dans l'évolution des affaires. Vous savez, le monde des affaires, ça change constamment et la relation entre des partenaires d'affaires, ça change constamment et il peut survenir des difficultés. Puis la convention entre actionnaires vise à adresser ces difficultés-là. Allons du point de vue davantage fiscal et je m'adresse à Jim. Est-ce qu'il y a des éléments importants qu'on doit retenir dans une transaction entre le repreneur et le cédant, qui fait en sorte qu'une transaction va bien s'effectuer et à l'inverse, où une transaction pourrait être plus difficile? Donc, sans vouloir me répéter, là, c'est quand même beaucoup des points qu'on a discutés un petit peu plus tôt. Comme on disait, c'est dans le fond, il faut s'entendre. Quand on dit qu'il faut s'entendre, c'est que les points pour avoir une transaction réussie, c'est que de un, il faut s'entendre sur la valeur. Fait que, comme on disait, c'est que si on est membre de la même famille, bien, non seulement il faut être à l'aise entre nous autres, mais est-ce qu'on est à l'aise aussi de la supporter en cas de vérification fiscale? Où il faut dire, regardez, on a fait un effort raisonnable pour déterminer la valeur. Puis sinon, bien, il faut trouver un moyen de pallier à ça. C'est-à-dire, il existe quand même des solutions. Dire, regarde, moi, mon entreprise, même si elle vaut X, bien, vu que c'est avec un cas de relève familiale, je veux pas nécessairement, on ne veut pas la vendre à cette valeur-là, mais il y a quand même des solutions qui peuvent exister, de dire, bien, il faut quand même considérer cette valeur-là, mais on va prévoir des éléments au fil du temps qui font que ça va être X montant qui va être payé. Fait que ça c'est un exemple pour répondre à la question. L'autre, c'est vraiment effectivement, c'est tout au long du processus, c'est d'être transparent. C'est-à-dire que le vendeur, lui, il a un objectif, c'est de dire, regarde, moi, je veux, d'une part, me retirer. Donc, définir un horizon de temps. Est-ce que ça va être un retrait total immédiat? C'est-tu un retrait graduel au fil du temps? Puis est-ce que l'acheteur, lui, dans le fond, c'est quelque chose qu'il veut aussi? Dans certains cas, l'acheteur, il va vouloir que la personne qui a bâti l'entreprise, qui va la céder, il veut que le vendeur reste pendant un bout de temps pour assurer un transfert adéquat de l'entreprise. Puis d'autres fois, quand c'est quelqu'un qui est très au fait de l'entreprise, ça fait longtemps qu'il est impliqué, lui, il va dire, non, regarde, moi, je te paye, puis je veux mener ça à ma façon. Donc, les objectifs peuvent être très divergents, mais l'important, c'est vraiment, tout au long du processus, c'est que les étapes soient faites, puis que c'est clair entre tout le monde, pour qu'il n'y ait pas de surprise, puis qu'en cours de route, on ne soit pas pris que, justement, une mauvaise surprise qui fait que la transaction pourrait ne pas se faire. Question de Mario. Juste une question, parce que c'est un fait vécu, puis je l'ai vu dans les deux
dans la bonne façon puis dans la moins bonne façon. Des fois, il y a une vente partielle, puis je pense que ça, c'est votre cas dans l'entreprise familiale, là, qu'il y a des rachats, puis les choses sont prévues dans la convention d'actionnaire. Mais justement, dans la convention d'actionnaire, quand j'ai une vente partielle, mais que je dis aujourd'hui, j'achète 50 %, mais dans le but d'acheter 100 % dans 5, 10, 15 ans, par expérience, je pense que c'est important d'avoir déjà écrit ces éléments-là, soit dans le contrat de vente, soit dans la convention d'actionnaire. Je voudrais juste votre avis un peu sur cet élément-là de vente par étapes. Ça m'est arrivé dernièrement où ce que j'ai vu que les gens avaient prévu ça. Donc, ils avaient prévu dans une convention d'actionnaire qu'il y avait un rachat progressif dans le temps. Et là, lorsque Yves parlait tout à l'heure en disant que la convention d'actionnaire, ce n'est pas juste un document que mon fiscaliste me dit venez te voir, que ça me prend une convention d'actionnaire. Donc, une fois qu'elle est signée, juste pour en donner un petit peu plus là-dessus, c'est qu'elle doit être actualisée. Donc, oui, la planification avait été établie. Oui, il y avait des valeurs qui avaient été établies, mais en cours de route, ces valeurs-là ont changé. Et puisque les personnes sont parties avec une convention d'actionnaire et qu'en disant que tout est beau, sans l'avoir relu, puis ils ont mis ça dans leur filière X, mais lorsque c'est venu de faire son application, bien, ça a apporté des conséquences. Donc, comme le testament, comme on dit, c'est que lorsque notre situation change, bien que la convention d'actionnaire a déjà été rédigée, bien, c'est peut-être important des fois de la relire pour voir si ça mérite encore d'être actualisé. Même chose pour le testament. Oui, peut-être si je peux me permettre. Moi, je pense que les conventions entre actionnaires, elles peuvent être bien rédigées et quand elles sont bien rédigées, elles survivent à des changements dans l'actionnariat. Elles sont rédigées de façon à s'adapter à différents scénarios. Et il est parfois opportun de les mettre à jour. On le fait parfois pour des conventions que nous avons rédigées nous-mêmes. On est rendu à un point où il faut qu'elles soient mises à jour. Mais souvent, les conventions entre actionnaires, elles doivent être rédigées pas dans l'optique de dire nous sommes 2 actionnaires et nous détenons chacun 50 %. Elles sont rédigées de façon à dire qu'il y a un certain nombre d'actionnaires. Et s'il y a des changements, peu importe les changements qui peuvent survenir, l'un doit demander l'autorisation à l'autre, a un droit de premier refus si un veut céder, et ainsi de suite. Et cette convention-là, elle est rédigée de façon à s'adapter, peu importe l'identité des actionnaires. Un document qui est bien rédigé n'est pas spécifique à l'identité des actionnaires, mais s'adapte aux différents scénarios, aux différents changements qui peuvent survenir. Alors ça, c'est un défi de rédaction, puis c'est correct, là, on le fait régulièrement, mais je pense que les documents... vous savez, votre question elle soulève un point qui est intéressant. Vous savez, parfois, les gens viennent nous voir, nous particulièrement parce que nous sommes des avocats. Les notaires, comme nous, vont rédiger des conventions entre actionnaires, mais quand survient un problème, les gens, typiquement, vont avoir le réflexe d'aller voir un avocat plutôt qu'un notaire, je pense, parce qu'il y a des possibilités, il y a un contexte litigieux. Et souvent, les gens vont dire... on va regarder la convention entre actionnaires, on va dire, bien, vous savez, si la convention entre actionnaires avait prévu tel scénario, on n'aurait pas le problème que nous avons. Puis les gens, parfois, vont dire, oui, mais là, ça n'a pas été bien rédigé. Les gens ont parfois une mémoire sélective parce qu'au moment de la rédaction, parfois, il y a des points qui sont adressés avec les gens. Les gens vont dire, non, ça ne se produira pas, puis on n'a pas besoin d'adresser ça, puis on ne veut pas adresser ça tout de suite pour ne pas créer un froid, pour ne pas créer une tension. Et par la suite, si le problème survient, il faut se remettre dans le contexte où ça a été rédigé. Et parfois, là, souvent, on en regarde, ce n'est pas nous qui les avons rédigés, mais on dit, écoutez, ça n'a pas été contemplé ou ça a peut-être été discuté à l'époque et on a choisi de ne pas l'inclure là-dedans. Alors, des litiges, j'en survient toujours. Évidemment, beaucoup d'avocats gagnent leur vie avec des litiges. Ça survient régulièrement, des litiges, mais le but de la convention entre actionnaires, c'est de faire en sorte de minimiser l'impact d'une situation qui peut mener à un litige. C'est un document extrêmement important. C'est un document qui accompagne les entrepreneurs quand il y a plus d'un actionnaire au fur et à mesure que l'entreprise avance en âge. C'est un document qui les accompagne. C'est un document extrêmement important. Donc, un document qu'on met dans le tiroir, mais pas le dernier tiroir en bas où on peut consulter là, au besoin, pas quand il y a juste des problèmes. J'ai une autre question de la salle, je vous reviens après. Pierre et Daniel, je ne vous ai pas oublié. On parle du côté fiscal et juridique, mais je veux vous entendre aussi sur le parcours de votre entreprise. Donc, je vais à la salle et je vous reviens là, par la suite. Et après, Pierre. Bien, je pense que j'ai la réponse, là, mais est-ce que n'importe quel avocat ou notaire peut rédiger une bonne convention entre actionnaires? Oups! J'aurais pas osé y répondre, ou la poser plutôt. Moi, j'ose y répondre. La réponse est non, vraisemblablement, parce qu'on en voit parfois qui sont excessivement mal rédigés. C'est malheureux. Je pense que
Écoutez, moi, je suis avocat, mais des notaires, il y en a qui font de l'excellent travail. Vous savez, quelqu'un qui est professionnel, c'est quelqu'un qui ne s'embarque pas dans quelque chose qu'il ne connaît pas. Quand on rédige un document, c'est parce qu'on sait ce qu'on fait. Et quand on n'est pas à l'aise, on le réfère. Nous, c'est un grand cabinet. Nous sommes, moi, je suis associé au bureau, mais nous sommes à peu près 300 avocats au bureau. Alors, on a des expertises pointues. On peut référer à quelqu'un qui possède une expertise quand c'est quelque chose que nous n'avons pas comme expertise. Moi, je pense que quelqu'un qui s'embarque dans la rédaction d'un document, peu importe ce que c'est, il faut savoir de quoi on parle. Puis moi, je pense que quelqu'un qui ne sait pas de quoi il parle, un client est capable de le percevoir. Quelqu'un va consulter un professionnel, puis quand ça ne donne pas un bien bon sentiment, un bien bon feeling, comme on dit, je pense qu'il y a lieu de se poser des questions. Mais écoutez, beaucoup de gens sont qualifiés pour rédiger d'excellents documents. Il y en a apparemment qui ne le sont pas vraiment, mais je suis sûr que dans votre pratique, vous voyez parfois. Exactement. Peut-être l'idée que vous avez en tête des notaires aussi, c'est que c'est des notaires qui vont faire des testaments, des ventes de maisons et tout ça. Un notaire, c'est d'abord un juriste. Et un juriste, il y a des qualités de juriste, puis il y en a qui ont développé des qualités de rédaction. Donc, quelqu'un qui a des bonnes habiletés de rédaction peut aussi faire une convention d'actionnaire. Trop souvent, ce qu'on voit, nous, dans la profession, puis probablement la même chose dans l'autre domaine, qui est les avocats, c'est que les gens veulent tout faire. Donc, ils vont prendre un mandat parce qu'ils ont des clients qui sont en affaires, qui font du commercial, corporatif et tout ça. Donc, ils vont prendre un mandat de faire une convention d'actionnaire et ça ne leur rend pas service, donc on ne rend pas aux clients. Donc, je pense que, comme Yves disait, c'est que on peut, si on n'est pas capable de faire le mandat ou tout ça, on peut référer à des personnes qui sont plus capables de remplir le mandat pour notre client, parce qu'un client qui est mal servi, il ne reviendra pas nous voir pour notre vente de maison. C'est un peu dans cette optique-là. Ouais, 2 points de mon côté. J'allais dire mes collègues, je ne suis pas semi-collègue. Ils ont parfaitement raison, effectivement. Moi, j'ai déjà eu un cas vécu sans nommer de nom où je me suis adressé au juriste pour dire, ben dans tel client, il y aurait lieu de procéder à une rédaction de convention d'actionnaire. Puis la réponse que j'ai eue, dit, ben ça tombe bien, je viens justement d'aller à une formation, j'ai un beau modèle qu'on va pouvoir utiliser. Fait que ça, c'est sûr que, étant donné que chaque chose est un cas d'espèce, ce n'est pas le genre de réponse qu'on veut. Donc là, on est pris avec une petite situation délicate de dire, comment on fait pour sortir de ça? Et deuxième point, c'est qu'effectivement, une rédaction de convention d'actionnaire, c'est un document juridique, donc qui doit être rédigé par un notaire ou un avocat. Mais il y a quand même un volet fiscal qui est très important au niveau des conventions. C'est qu'il y a des clauses dans des conventions d'actionnaire qui peuvent qui peuvent amener des effets fiscaux, parfois désirés, parfois indésirés, pour les gens en affaires qui en rédigent une, surtout si c'est un contexte où il y a un actionnaire dans une compagnie qui est par ailleurs en affaires dans d'autres compagnies qui ne sont pas nécessairement avec les mêmes personnes, bien, le fait d'avoir certaines clauses fiscales peut faire en sorte d'avoir des conséquences fiscales inattendues. Fait que c'est pour ça que c'est quand même quelque chose dans lequel nous, les fiscalistes, on essaye de travailler en collaboration avec nos amis juristes pour être sûr qu'au moins, s'il est pour avoir des conséquences fiscales, que ça soit mis sur la table et qu'il n'y ait pas de surprise là, pour les personnes concernées. J'avais promis que la prochaine question est à vous, Daniel. Lorsque vous avez pris la relève de votre père, vous aviez sûrement des inquiétudes. Vous auriez peut-être aimé avoir un notaire, un avocat, un fiscaliste à proximité de vous. Vous en avez 3 aujourd'hui. Donc, revenons dans le temps lors de votre acquisition. Quelles questions ou quelles inquiétudes vous aviez ou vous auriez aimé avoir la réponse à vos questions qui aurait permis de prendre une meilleure décision lors de l'acquisition? Comment qu'on peut faire que ça coûte le moins cher possible? Qu'il en reste le plus possible dans nos poches. Ben en fait, on rit, mais c'est ça qu'on veut faire. On veut prendre la relève, puis on veut que ça soit viable pour nous puis pour le vendeur, c'est-à-dire mon père. Les questions légales, c'est tout ce qui entourait. On était une compagnie, fait qu'on voulait procéder avec la compagnie, puis c'est quoi les façons de. Mais c'est certain que la plus grande inquiétude, c'était ce que j'ai mentionné un peu tantôt. Comment on peut faire pour nous profiter de la valorisation de l'entreprise, puis qu'en même temps, mon père aussi puisse prendre sa retraite paisiblement, puis que tout se fasse dans l'harmonie, en sachant qu'il y a l'impôt, il y a l'intérêt sur les emprunts, puis il y a tous les frais qui entourent l'entreprise, autre que ce qu'on contrôle nous autres mêmes. Fait que c'est tout ce qui entourait ces questions-là.
Dans le domaine agricole, on est quand même bien entouré comme consultant, là, comme conseiller, que ce soit en agroéconomie, le service de comptabilité, fiscalité agricole avec l'UPA. On a quand même beaucoup d'informations. Des journées comme aujourd'hui, il y en a, ça existe. C'est une chance qu'on a, c'est un moyen qu'on s'est donné en agriculture. Fait que ça, c'est profitable là, pour ceux qui se donnent la peine de s'informer et d'aller aux sources. Là. On a quand même des moyens à notre disposition. Fait que ça nous a aidé beaucoup. Puis, il y a encore beaucoup de choses, c'est-à-dire il y a encore beaucoup de producteurs que je connais qui en profitent, puis il y en a qui vraiment ils n'en profitent pas. Il y en a qui sont vraiment mal organisés. C'est dommage, là. Mais il y a des cas de personnes que je nommerai pas, mais ils ont eu des grosses pertes dernièrement parce qu'ils étaient mal, leur structure était mal. En fait, c'est des exemptions d'impôts qui n'ont pas pu profiter parce qu'ils étaient mal organisés. Il nous reste 10 minutes. J'ai une question de Pierre Giguère. Et ce que j'aurais tendance à poser à la salle comme question, j'en ai plus, c'est la seule que je vais vous poser. Vous êtes tous dans un processus de près ou de loin, d'un processus de transfert ou de relève. Vous avez un fiscaliste, un notaire et un avocat à votre disposition. Si ce n'est pas trop des questions confidentielles et personnelles qui pourraient bénéficier évidemment à vos confrères avec vous, posez-les. Ils sont là pour vous. Donc, les 10 minutes qui nous restent vont porter sur vos questions. Pierre Giguère. Moi, je veux revenir sur la convention entre actionnaires. Puis ma question, c'est pour Daniel. Parce que tantôt, on me dit, puis ça m'a chicoté un petit peu l'oreille, souvent, c'est déposé dans le tiroir. Mais toi, tu l'as vécu. Si tu l'as signé, mais si tu ne l'as pas signé, ton père l'a fait, il est obligé de le signer. Donc, mais à tous les jours, est-ce que c'est un document que tu te réfères, qui te rassure, comment tu le vis quotidiennement? Oui. Ça me revient à la question que tu m'as posée tantôt, les inquiétudes. C'était une des inquiétudes, ça. On est 2 frères associés. Dans ce temps-là, on est 2 frères. Qu'est-ce qui arrive si on chicane? Qu'est-ce qui arrive si ça ne marche pas? Bien, ça, c'est la convention entre actionnaires qui détermine comment que ça va finir. Puis là, on a fait les clauses, on l'a signé. Là, on a vu que les besoins changeaient avec les années. Puis là, on est en train de la travailler. On l'a révisé, puis on change les clauses qu'il y a dedans. Là. Elle n'est pas encore signée, par exemple. Mais, mais oui, elle était dans un tiroir, là, effectivement, là, mais là, on l'a ressorti parce que là, on voyait la relève qui s'en vient. Puis là, ça va bien, justement, puis on veut que ça continue à bien aller. Comme le disaient nos intervenants, l'important, c'est que s'il y a des éléments qui changent dans l'entreprise ou qui changent avec l'actionnaire, de le ressortir et d'apporter les modifications. C'est ce que vous avez fait. Il reste la signature dans la 2e version. Autre question? On a parlé vous avez parlé de compétences au niveau des professionnels qu'on engage, qu'on ne peut pas faire nécessairement confiance à tout le monde. Comment est-ce qu'on peut faire pour savoir si on peut faire confiance, puis est-ce que ça vaut la peine, exemple, de payer pour avoir un 2e avis quand on fait affaire avec des professionnels comme des fiscalistes, comptables et avocats et notaires? Oui, Maître Rochelot. Moi, je pense que vous n'avez pas besoin d'un 2e avis. Ce dont vous avez besoin, c'est de référencement de la part des gens. Vous savez, les banquiers, votre comptable peut vous référer à un avocat ou votre avocat peut vous référer à un comptable, mais ce que vous avez besoin, c'est de référencement. Les gens, c'est un petit milieu, le milieu des services professionnels, et particulièrement quand on parle de dossiers de vente ou d'achat d'entreprise, il n'y a pas énormément d'intervenants dans ce domaine-là. Alors, quelqu'un qui fait régulièrement des transactions, c'est quelqu'un présumément qui a certaines compétences. Et vous pouvez obtenir du référencement de la part de professionnels à qui vous faites affaire ou de la part de votre institution financière, de la part de votre banquier. Vous êtes en mesure d'obtenir des références. Moi, je pense que ce n'est pas judicieux d'obtenir une 2e opinion parce que les services juridiques, les services professionnels, de façon générale, c'est dispendieux. Et si, en plus, vous payez pour obtenir ce que vous appelez une 2e opinion, je pense que les honoraires peuvent être assez élevés et ça risque. Vous savez, il y a toujours une question de contexte quand on guide nos clients. Et si vous devez rencontrer quelqu'un d'autre et faire une mise en contexte, je pense que les honoraires peuvent être importants. Je ne pense pas que ce soit... Moi, je n'ai jamais rencontré quelqu'un
ou en tout cas peut-être qu'il y en a qui l'ont fait puis ils m'en ont pas parlé, mais quelqu'un qui aurait demandé une deuxième opinion sur mes services, ça ne m'est jamais arrivé. Je ne pense pas que ce soit commun. Cependant, ce que les gens font beaucoup, habituellement, parfois les gens vont téléphoner, des gens qu'on ne connaît pas, des nouveaux clients vont nous dire, écoutez, j'ai un dossier de transaction, puis votre nom m'a été donné par un tel qui a fait une transaction ou par un tel qui est notre banquier ou notre comptable ou peu importe. Et c'est habituellement la meilleure façon d'être mis en contact avec des professionnels qui sont compétents. Exactement. Si vous êtes familier à travailler avec votre comptable, bien, fiez-vous à votre comptable. Lui, il les connaît, les professionnels de la région. Il va vous dire, cette personne-là est qualifiée, j'ai déjà fait un dossier avec lui. C'est ce que je vous conseille. C'est sûr que si on multiplie on est tous chapeautés par des autres professionnels aussi, et si on multiplie les avis et tout ça des juristes, mais forcément, il va y avoir un juriste qui va devoir peut-être se décharger du dossier, donc prolonger certains délais. Mais comme je vous dis, comme Yves disait, mais fiez-vous aux gens avec qui vous travaillez, puis aux gens dont vous avez confiance là, pour ça. Maître Rochelot a parlé de recommandations, de référencement. Il y a des organisations qui sont très, très bonnes pour référer les gens, les chambres de commerce. N'hésitez pas à s'adresser à elles. Ils ont des intervenants, ils ont des experts dans chacun des secteurs d'activité. Ils sont tous membres de la Chambre et c'est souvent la porte d'entrée pour les entrepreneurs. Ne l'oubliez pas et on est là pour vous, de vous mettre en relation avec les gens. Mais 3 personnes ici vous pourront vous transmettre leur carte d'affaires à la fin. On vient de parler de transfert et relève, mais ce qu'on entend beaucoup parler, c'est que moi, je connais, quand j'ai géré un portefeuille, j'ai connu des gens qui étaient prêts à acquérir une entreprise, mais on sait que les cédants, ceux qui veulent vendre, n'en parlent pas à tous les coins de rue. Est-ce que ça vous arrive régulièrement de créer l'arrimage entre un acquéreur et un cédant? Jim? Excellente question. Oui, c'est quelque chose qui est possible. C'est-à-dire que, dans le fond, si je prends le cas de nos bureaux, la firme Deloitte, il y a effectivement ce service-là qui est offert, ou que quelqu'un, que ce soit d'une partie ou de l'autre, c'est-à-dire quelqu'un qui veut, soit qui est déjà en affaires, mais qui cherche des occasions de dire, moi, j'ai un portefeuille, j'ai le goût d'investir dans tel type d'entreprise, ou l'inverse, des gens qui veulent vendre, mais évidemment, c'est pas comme vendre une maison. Quand tu vends ton entreprise, tu ne mets pas nécessairement une pancarte devant le commerce, c'est pas bon pour les affaires. Fait que oui, il y a des services d'accompagnement qui peuvent être faits, où il y a des genres de listes de noms confidentiels qui sont établis, effectivement. Donc, dire que ce soit au niveau provincial, régional, bien, on recueille des noms, effectivement. Fait qu'on on aurait une banque, dire, bon, bien, on a tel type d'entreprise, on est dans tel secteur, tel chiffre d'affaires. C'est juste pour donner de façon macro, je peux utiliser l'expression, des données sur l'entreprise. Puis là, s'il y a un intérêt, là, on regarde pour faire des démarches plus formelles et toujours confidentielles jusqu'à un certain point là, pour mettre les gens en contact. Là. Je souhaite laisser le mot de la fin avec un petit tour de table des intervenants, mais j'aurai le temps d'une dernière question. Oui, au fond. Bonjour, j'aimerais savoir, on voit de plus en plus des grands-parents donner, du moins c'est ce qu'ils disent, donner des entreprises à leurs petits-fils, leurs petites-filles, des choses comme ça. Est-ce qu'au niveau fiscal ou légal, il y a des différences avec ce que vous nous avez mentionné, de dire tout à l'heure qu'il faut qu'ils payent à la valeur quand même démontrée, ou s'il y a un autre processus, parce que je le vois là, présentement, j'ai 2 cas là, de donation directement, fait que j'aimerais avoir un peu plus de détails là-dessus. Qui souhaite répondre en premier? En fait, oui, la donation est possible. Maintenant, c'est la forme que ça va prendre. Ça peut paraître étrange parce que si on prend une donation pure et simple, au niveau fiscal, c'est pareil comme si la personne avait vendu l'entreprise. Donc, si c'est une entreprise qui vaut 1 million, même si je la donne, exemple, à mon fils ou mon petit-enfant, c'est le même. Si je fais vraiment un acte de donation, c'est comme si je lui avais vendu, puis ça peut entraîner des conséquences fiscales pour le grand-parent qui cède. Maintenant, partant de là, ce qu'on regarde, c'est bon, bien, si on le fait directement, voici l'impact. Comment on peut procéder pour arriver au même
résultat ultime, mais sans avoir les conséquences fiscales. Fait que c'est là qu'on regarde dire comment est-ce qu'on peut faire la donation. Est-ce qu'on est obligé de prendre vraiment, de dire, tiens, je te donne les actions de mon entreprise. Puis là, il y a des choses qui peuvent être mises en place pour dire, bien, regarde, pour éviter les conséquences fiscales, du moins pour le moment, comment qu'on peut procéder. Je ne sais pas si ça répond en partie à la question. OK. Il nous reste une mini-question. Oui. Juste pour conclure, ce que je comprends, c'est que quand tu vends quelqu'un de ta famille, automatiquement, tu es toujours un peu pénalisé, que ce soit d'un côté ou de l'autre, que quand tu vends à un étranger. Ça veut dire que c'est presque incontournable. Il y a comme un don de soi qui reste financier à la fin. C'est-à-dire que demain matin, j'aurai toujours plus d'argent si je vends à un étranger ma compagnie que si je la vends à mon fils ou à mon petit-fils. Il n'y a pas de moyen de contourner ça. Je le prendrais dans le sens inverse. Tu ne seras pas nécessairement toujours pénalisé, mais tu es sûr de ne pas être avantagé. La façon que c'est fait, c'est que, c'est que dans le meilleur des cas, si c'est possible, tu peux arriver au statu quo. Mais ça ne sera jamais mieux que ça. Tu ne seras jamais avantagé, effectivement, monétairement. Fiscalement, c'est sûr qu'il y a d'autres objectifs louables à faire un transfert à la prochaine génération. Mais non, tu ne seras jamais avantagé monétairement de le faire. Dans le meilleur des cas, si c'est possible de faire l'arrimage, comme on dit, entre l'objectif du vendeur puis la capacité de la relève, on est peut-être capable d'arriver pas mal au statu quo, mais c'est sûr que ça ne sera pas mieux. Ça peut juste être égal ou pire. On a dépassé notre temps. Mot de la fin pour vous deux et je laisserai Daniel le conclure. Un transfert d'entreprise, ça se planifie. Et oui, il y a des coûts reliés à ça. Oui, il y a des professionnels qui peuvent être impliqués. Moi, je pense qu'ils doivent être impliqués. Et gardez en tête que si vous voulez faire un raccourci, prendre un raccourci, mais tôt ou tard, vous allez le payer amplement en honoraires que vous auriez payé au départ. Donc, voyez-le sur un marathon et non pas sur un court sprint. Moi, c'est le conseil que je pourrais vous donner si vous êtes en réflexion. Prenez des rendez-vous, rencontrez vos conseillers avec qui vous travaillez habituellement. Et il y a des plans, il y a des marches à suivre. Et prenez le temps de bien le faire parce que défaire ce qui a été fait, souvent, c'est peut-être plus long et plus coûteux que d'y avoir passé au départ. Écoutez, moi, peut-être un mot, là, c'est ensuite à la question que Madame a posée sur les repreneurs et les cédants. C'est vrai qu'on entend tout le temps parler qu'il y a plein de gens intéressés à acheter une entreprise, puis que des entreprises, des vendeurs, des entreprises sérieuses, il n'y en a pas tant que ça. Mais vous savez, quand une bonne entreprise est à vendre, il y en a des acheteurs pour des bonnes entreprises. Notre conférencière ce midi en a parlé. Une bonne entreprise à vendre, il y en a des acheteurs. Nous, on le voit, on représente régulièrement des acheteurs dans un dossier où on travaille sur une lettre d'intention, puis on reçoit un appel, puis on dit « Bon, Maître Rochelot, on a un dossier d'acquisition. Parfait. Pourriez-vous nous représenter? Ça va nous faire plaisir. De quoi s'agit-il? » Et ils nous donnent le nom d'entreprise, puis ils disent « On a un problème, on est en conflit d'intérêt, on représente déjà quelqu'un. » Alors, quand c'est des bonnes entreprises, des acheteurs, il y en a beaucoup d'intéressés. Le problème, c'est des bonnes entreprises à vendre, il n'y en a pas tant que ça. La façon d'identifier des bonnes entreprises, quand c'est une entreprise sérieuse, souvent, ils vont retenir les services d'un cabinet professionnel. Ces cabinets professionnels-là préparent un mémorandum d'information, c'est un mémorandum confidentiel, c'est distribué à des acheteurs potentiels sélectionnés, et ces gens-là viennent à bout d'identifier des acheteurs potentiels qui peuvent avoir de l'intérêt, qui ont la capacité de payer, puis c'est la façon souvent que les transactions se réalisent. Dernier point, je voudrais peut-être aborder, qu'on n'a peut-être pas trop discuté dans nos sujets là, de la dernière heure. C'est un autre volet qui est très important, des gens qu'on essaie toujours d'impliquer au-delà du côté fiscal et légal, c'est le côté financier. Donc, c'est nos amis des institutions financières, surtout dans des cas de relève d'entreprise, soit familiale ou avec des employés clés. Souvent, quand il y a un financement qui va être nécessaire, c'est déjà les gens qui sont au courant, dans le fond, de l'entreprise et qui vont devoir être impliqués, vu que ce n'est pas un acheteur externe qui arrive avec sa propre argent ou avec son financement corporatif, dans le fond, des autres entités qui peuvent détenir. Donc, souvent, une partie du financement peut venir à partir de la capacité de financer l'entreprise actuelle. Donc, c'est pour ça qu'un autre volet, c'est un travail d'équipe. Donc, il y a le côté légal, fiscal, mais il y a aussi tout le volet financier avec
l'institution financière, dans le fond, de l'entreprise qui est à considérer dans les démarches. Pour finir, je vous dirais, tout ce qui est aspect légal d'une entreprise, ben, on ne peut pas se passer d'eux autres. On n'a pas le choix. Mais si je regarde l'histoire de notre entreprise, c'est vraiment important, c'est vraiment nécessaire. Puis c'est malgré on parlait de taux horaire tantôt, mais je veux dire, ce que ça apporte, c'est beaucoup plus que ça. Là. Ça amène la pérennité aussi dans l'entreprise, puis ça n'a pas de prix. Puis ça amène ça évite aussi ça évite les problèmes. Fait que ça, c'est important. Fait que merci de votre écoute. De sages paroles, oui. Daniel Lampron, Jim Bioki, Frédéric Malenfant, Yves Rochelot, merci beaucoup. On va parler du financement. Oui, vous pouvez les applaudir. Pour répondre à votre question, Jim, on va parler de financement dans quelques minutes. Juste avant de me congédier comme animateur et d'embaucher le prochain, je veux saluer la présence de Michel Anger, maire de Shawinigan, qui s'est joint à nous il y a quelques minutes. Une chance que je vous ai salué avant de repartir. Donc, je vais inviter Pierre Champagne à venir me rejoindre à l'avant et il pourra vous présenter ses invités. À tout de suite.